Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 20 janvier et voici les informations que nous allons développer. Un protocole d'accord a été signé cet après-midi entre les ministres de l'économie, de la santé, l'intersyndicale et la direction du CHPF. La grève à l'hôpital du Taoné a donc été levée après 1 jour et demi de mobilisation. En 2022, en Polynésie, les ventes de biens immobiliers ont chuté de près de 50% par rapport à 2019. La demande est bien plus forte que l'offre. Conséquence, les prix ont fortement augmenté. On fait le point dans ce journal. Unir tous les éleveurs du Fénois, c'est l'objectif depuis sa création en avril 2021 du groupement de défense sanitaire animale de Polynésie française. Toutes les filières d'élevage sont représentées. Nous parlerons des objectifs de cette association avec le directeur du GDSA, Olivier Hainaut, qui est notre invité. Plus de 250 élèves et étudiants ont reçu leur diplôme hôtelier aujourd'hui. Parmi eux, Hinenao et Reyari, qui ont décidé de poursuivre leur parcours scolaire respectif, toujours au lycée hôtelier. Et puis à la fin de cette édition, nous serons en direct depuis la mairie de Pirée, où se déroule en ce moment même la soirée Teata Pe'ue, du cinéma en plein air pour faire la promotion de la culture australienne. Nous retrouverons sur place Inasso Raveino et Marcel Bono. Merci d'être avec nous. On débute cette édition par cette alerte à la bombe aujourd'hui à l'aéroport de Tahiti Fa'a. Un colis suspect a été détecté par les services de sécurité au départ des vols domestiques. L'évacuation des lieux a été ordonnée. Les passagers présents et les employés ont patienté dans le parking de l'aéroport. Pendant 1 heure, l'activité du site a été totalement stoppée. Après vérification du colis par une équipe de déminage, il s'agissait en fait d'une fausse alerte. Écoutez ces réactions captées par Ayata Tarahu et Laina Tetouanou. Waouh, on n'a rien compris quand on nous a évacués et puis c'est la première fois que je vois ça ici à Tahiti. J'ai été surprise de savoir qu'à Tahiti on avait un camion de déminage, mais on n'a pas eu peur, non. Qu'est-ce qu'on vous a demandé exactement de faire? Juste d'évacuer. Alors on s'est tous évacués, on a tous été voir les mamies des fleurs. On était à l'ombre, on était bien. On a attendu. C'est sûr que ça dérange. Après, on comprend les mesures qui sont prises. Juste attendre, être patient. Après 1 jour et demi de grève à l'hôpital du Taoné, un protocole d'accord a finalement été signé cet après-midi entre les ministres de l'économie, de la santé, l'intersyndicale et la direction du CHPF. Retour sur cette journée de négociation avec Kaline Yenard et Patrick Tsinsing. Ils étaient 9 autour de la table à devoir s'entendre pour trouver un protocole d'accord. Après 2h30 de négociations et de relecture, la version finale est adoptée et c'est le soulagement pour tous. En tout cas, tout ce qu'on a négocié aujourd'hui, on l'a encore dit ce matin avec les agents de l'hôpital, donc on est d'accord justement sur ce protocole d'accord. Et ça, on est arrivé à la fin de ce qu'on pouvait demander. L'intersyndicale demandait des garanties pérennes quant au financement du budget hospitalier, ce qu'elle a obtenu. Autre point important, le dialogue de gestion qui concerne la répartition des moyens humains, comme l'explique le ministre de la Santé. Ce grand hôpital, il a besoin d'une gestion qui devient de plus en plus performante et d'une coordination avec les professionnels de santé qui travaillent à l'intérieur, que ce soit les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les brancardiers, tous ceux qui sont des acteurs de santé. Dernier point de négociation, la mise en œuvre du SAUV, le service d'admission d'urgence vitale, une obligation pour la Polynésie selon le décret national du 22 mai 2006. C'est tout ce qui est polytrauma, traumatique et tout. Et donc les JO seront là, donc nous devons, en tant qu'établissement de premier et dernier secours, de pouvoir disposer de cet accueil justement d'urgence vitale. Et pour payer le personnel médical nécessaire au fonctionnement du SAUV, le budget accordé est de 230 millions de francs par an. En 2022, les ventes dans l'immobilier ont chuté de près de 50% par rapport à 2019 et selon les professionnels du secteur, ce sont les offres qui manquent. La demande est forte alors que les biens à vendre sur le marché sont insuffisants. Conséquence, les prix ont fortement augmenté. Les agents immobiliers demandent au pouvoir public de faciliter les nouveaux projets de construction. Chiquita Teiva, Marcel Bono. Les prix de l'immobilier en Polynésie ont flambé en l'espace de 10 ans. En cause, une pénurie de logements et de terrains sur le marché. Conséquence pour les agences immobilières du Fénois, une baisse d'activité de l'ordre de 50% depuis 2019. On est à 5% d'augmentation du prix par année à peu près.
Donc aujourd'hui, compte tenu du fait que l'inflation était faible, du coup le prix de l'immobilier était plus cher que la capacité d'augmentation des tarifs des gens, de rémunération. Donc l'immobilier est devenu une valeur élevée aujourd'hui. Et en plus, comme il y a le coût des matériaux qui s'est rajouté récemment là-dessus, ça a encore augmenté l'augmentation du tarif. Il manque en fait 15 000 logements sur Tahiti. À Papeete, par exemple, plusieurs espaces ou hauteurs ne sont pas exploités, comme ce terrain transformé en parking qui pourrait tout à fait être réaménagé. On ne rentabilise pas l'espace public, enfin public c'est du privé, mais dans l'espace utilisable par la communauté urbaine, il y a des endroits dans la ville de Papeete qu'il faudrait inciter à développer en logement et pas laisser des espaces de parking comme ça. Pour un terrain nu à Papeete, il faut compter entre 18 à 200 000 francs le mètre carré et un appartement entre 450 et 600 000 francs le mètre carré. Des logements qui malheureusement sont inaccessibles aux familles modestes. Les foyers qui gagnent moins de 3 SMIC actuellement ne peuvent toujours pas accéder à la propriété. Si on veut faire baisser le prix du marché, permettre aux familles polynésiennes d'accéder à la propriété à des prix raisonnables, on est forcément obligé de mettre en place tout un tas de dispositifs. Sinon, on n'aura pas de production de logement, l'immobilier va continuer à être de plus en plus cher et on va créer de plus en plus de colère et d'insatisfaction. Le besoin en logement est crucial. Selon les professionnels de l'immobilier, il faudra un cadre incitatif pour que les propriétaires aient envie de vendre ou de réaménager leurs biens. Unir tous les éleveurs du Fénois, c'est l'objectif depuis sa création en avril 2021 du Groupement de défense sanitaire animale de Polynésie française, le GDSA, une association constituée de professionnels de toutes les filières d'élevage, des bovins, des volailles, des porcs et des abeilles, bientôt des huîtres perlières. En 2023, les projets sont nombreux. Encore faut-il que les éleveurs adhèrent à l'association. Pour en parler, nous recevons ce soir Olivier Hainaut, le directeur du GDSA. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, le GDSA intervient dans plusieurs domaines, dans plusieurs catégories d'élevage. Je l'ai dit, les bovins, les porcs, les volailles ou encore les abeilles. Parmi vos actions 2023, il y a le recensement des besoins des éleveurs, toutes filières confondues. Alors aujourd'hui, quels sont les besoins prioritaires de ces éleveurs ? Les éleveurs, on est en train de les rencontrer en ce moment. Donc là, on est revenu d'une mission qui s'est déroulée pour les éleveurs bovins à Huahine. J'ai ma collègue Julie, qui est vétérinaire au GDSA, qui revient de Rayatea, qui est rentrée hier. Et donc, on a recensé un petit peu leurs besoins qu'ils pouvaient avoir et les solutions qu'on pouvait leur apporter. Donc le conseil d'administration, le GDS, je vais quand même un petit peu présenter ce qu'on est. Donc en fait, c'est une association d'éleveurs. Une association loi 1901 qui a été créée en avril 2021 et j'ai pris mes fonctions en novembre 2021. Avec 105 adhérents. Exactement, on a 105 adhérents à l'heure actuelle. Et qui ont identifié vraiment leurs besoins prioritaires rapidement. Quels sont-ils ? Par exemple, sur la filière abeille, ça va être d'éviter l'introduction d'un parasite qui s'appelle le varroa et ça va être également d'éclaircir la situation en Polynésie vis-à-vis de la loque américaine. On sait qu'on a par exemple de la loque américaine sur Tahiti, mais qu'en est-il des autres îles ? On sait qu'il y en a aussi à Tahara. On va essayer de faire le point entre Rayatea, Huahine, les Marquises, les Tuamotu. Pour la filière porcine, ça va être vraiment d'appuyer cette filière dans la gestion de la brucellose porcine, qui est une maladie qui crée essentiellement des avortements et donc du coup de la baisse de production pour les éleveurs. Donc on a proposé au ministère, on est en train de finaliser des propositions avec la direction de l'agriculture et la direction de la biosécurité pour que les éleveurs ils puissent améliorer leurs conditions d'élevage. Ce qui est pour la filière volaille, ça va être également la gestion des salmonelles, tout ce qui est mesures de biosécurité en fait. Vraiment, c'est tout ce qui va empêcher les maladies d'arriver et de se propager sur le Fénois. Alors Olivier Hainaut, vous êtes vétérinaire épidémiologiste de profession. Est-ce qu'aujourd'hui, votre objectif, faire tomber les tabous sur les maladies animales, aujourd'hui il y en a beaucoup des maladies animales en Polynésie ?
Eh ben, dès qu'il y a des animaux, donc l'épidémiologie, c'est l'étude des maladies. Donc à partir du moment où il y a des animaux, eh ben, il y a forcément des maladies. Et ce qu'il faut, c'est que ces maladies-là, elles impactent le moins possible le revenu des éleveurs. Les éleveurs doivent, pour vivre correctement, avoir des animaux qui sont en bonne santé. Et donc, on les invite. Nous, c'est l'objectif de notre association, c'est adhérer chez nous. Nous, on va leur fournir de l'appui, du conseil. Donc pour cela, on est financé par le ministère de l'Agriculture qui nous donne une subvention qui nous permet de pouvoir réaliser nos missions. Et donc voilà, donc il n'y a pas de honte à avoir. Vous êtes apiculteur sur Tahiti, il y a un cas de loc, et ben vous prenez le numéro, votre téléphone, vous nous appelez. C'est pareil, vous constatez quelque chose qui n'est pas normal dans votre exploitation, n'ayez pas peur, les éleveurs, de nous dire, bah voilà, écoutez, j'ai trouvé un truc qui était bizarre, et puis en fait, des fois, c'est rien. Et puis des fois, ce sera peut-être une maladie qui sera importante. Donc nous, on a besoin de savoir. Moi, j'ai besoin de collecter de la donnée. C'est pour après pouvoir expliquer au ministère, sur la LOC, il va peut-être falloir avoir besoin d'un plan d'accompagnement peut-être des apiculteurs dans le cadre de l'éradication de la gestion ou de l'éradication de la LOC américaine. Il y a certains pays qui l'ont fait. Pourquoi nous, ici, on n'y arriverait pas? Voilà. Et voilà. Et après, moi, c'est les éleveurs qui décident. Et moi, je mets en place la stratégie qu'ils m'ont dit de faire. En tout cas, le groupement de défense sanitaire animale de Polynésie française est donc là pour toutes les filières. Merci beaucoup, Olivier Hainaut, d'avoir répondu à notre invitation. 3 000 francs l'adhésion pour 3 ans et un accompagnement. Ça a changé, c'est 3 000 francs par an. Par an. Petite évolution. Merci beaucoup, Olivier Hainaut, d'avoir accepté notre invitation. Une formation au métier de bûcheron pour 5 salariés en insertion, c'est l'association Tamanui qui l'a mise en place. Pendant 4 semaines, ils apprennent les fondamentaux du métier, un métier où la sécurité est primordiale. À la fin de la formation, une attestation d'abattage directionnel leur sera attribuée, de quoi étoffer leur CV. Ihoetif Afana et Hubert Liao. Regardez ton arbre, voir où c'est penché. Rien n'est laissé au hasard avant de démarrer sa tronçonneuse. Tels des soldats armes à la main, aujourd'hui leur mission est d'abattre des cocotiers de plus de 20 mètres de hauteur. À ce niveau, la sécurité est primordiale. Pascal Yotefa voit cette formation comme une opportunité, car on ne naît pas bûcheron, on le devient. C'est pas un métier facile, mais c'est risqué. Tout le temps, c'est risqué. Il n'y a pas... Si tu sais, tu ne peux pas monter, on ne monte pas. Ça peut me servir pour mes enfants aussi. Je peux apprendre petit à petit mes enfants. Pour moi, c'est un premier travail pour moi, pour m'améliorer encore dans la vie. Et durant cette formation, qu'est-ce que tu as appris alors? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Comme par exemple? Et sur la sécurité, comment utiliser la machine, comment remettre les chaînes, comment aiguiser, tout ça. Ici, on leur apprend tout, du mélange de l'huile et de l'essence, en passant par le démarrage. La machine elle fait ça. Ne speedez pas. La coupe droite est à 45 degrés. Jusqu'au ramassage. 2 formateurs sont là pour leur transmettre les bons gestes. C'est pas couper pour couper et faire tomber, non. D'abord, c'est l'analyse de l'arbre. Analyser tout ce qui est autour. Par exemple, là, on avait des fils de haute tension. On nous avait demandé de couper, d'abattre des cocotiers qui sont au bord, mais on ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de vent. Et comme on est en formation avec les gars, alors donc on ne veut pas prendre de risques. 4 des 5 salariés en insertion sont issus de l'association Tamanui, un accompagnement socio-professionnel qui s'inscrit dans le programme de l'établissement. Ça s'inscrit dans la continuité de la formation qu'on avait mis en place l'année dernière déjà, sur le paysagisme, ouvrier du paysage. Et donc là, c'est un peu niveau 2, on va dire, bûcheron et lagage. Plus que 2 semaines de formation pour ces apprentis bûcherons avant de devenir des professionnels de l'abattage. La 9e édition de la cérémonie de remise des diplômes du lycée hôtelier de Tahiti a eu lieu aujourd'hui. 266 élèves et étudiants ont finalisé leur cursus. 2 CAP cuisine et restaurant, 3 baccalauréats professionnels, 1 baccalauréat technique et 4 BTS. C'était le panel de formation. Cela faisait 2 ans que la cérémonie de remise des diplômes n'avait pas eu lieu à cause de l'épidémie du Covid-19. Parmi les jeunes diplômés aujourd'hui, Hinenao, 18 ans, en première année de BTS, et Reyari, 20 ans, en apprentissage de mention complémentaire. Caroline Fari et Teva Levra ont rencontré ces 2 jeunes plutôt satisfaits de suivre une filière aux multiples débouchés. Les clients, ils peuvent retrouver la marque qu'ils ont habituellement,
mais sous un format. Voilà, mais c'est ça les arguments. Dans ce cours, on parle hébergement. Après un bac technologique, Hinenao, 18 ans, entame une filière de management en hôtellerie-restauration, un BTS qui pourrait l'emmener jusqu'à la licence, car elle entend bien mettre à profit ses années de formation au lycée hôtelier. C'était 4 belles années pleines d'expérience aussi, parce que du coup, on a un lycée qui est très formateur et qui nous pousse à aller toujours de l'avant et à ce qu'on fasse aussi des concours, tout ça. Après, donc, j'aimerais bien partir en France, donc si j'ai le courage pour faire une licence, ou pour poursuivre dans le métier et apprendre plus. À 20 ans, Reyari est en apprentissage de mention complémentaire, une spécialisation post-bac de cuisinier en dessert dans ce restaurant de Punaouia. Avec à la clé des concours et des formations dans l'Hexagone, Reyari aimerait ensuite se lancer dans la cuisine italienne. Mes parents, ils étaient aussi un peu dans la restauration, du coup j'ai commencé à toucher à ça très très jeune. Et en fait, c'est ce côté créatif, tu vois, un peu de tout qui m'a attiré dans la cuisine et la pâtisserie. J'avoue qu'après 4 ans de cuisine, ça a été un peu compliqué dans ta pâtisserie, mais petit à petit, tu as les gestes qui viennent. Ces jeunes étudiants ont la chance d'être accompagnés dans leurs projets. 50% d'entre eux poursuivront leur cursus au lycée hôtelier, les autres en insertion professionnelle. Depuis la rentrée au mois d'août, on a fait 2 réunions déjà avec les professionnels, donc avec le meet and drink et après le stage dating. Et donc on se revoit au mois d'avril pour le job dating, c'est-à-dire le recrutement des futurs jeunes diplômés pour l'année prochaine. Un secteur prometteur pour les 675 élèves de l'établissement. La Marine nationale était en mission aux Marquises cette semaine. Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville a notamment accosté à Ouapo dans le cadre de la mission Aquarius. Plusieurs objectifs pour ce déplacement, à savoir une mission de patrouille dans les Tuamotu à Fakarava et Hao notamment, une mission humanitaire soutenue par le comité d'action sociale d'outre-mer avec la livraison de matelas à Ouapo, Fatuiva et Ouahuka, sans oublier la surveillance des pêches. Écoutez le lieutenant de vaisseau du Bougainville au micro de Lionel Tehamouane. L'objectif est de passer régulièrement dans les îles afin d'entretenir nos connaissances sur les différentes îles et atolls de Polynésie pour être capable de leur porter assistance à n'importe quel moment. Nous en avons profité également pour mener une action humanitaire avec le comité d'action sociale outre-mer. Donc nous avons pu délivrer des matelages ici à Ouapo et nous en délivrerons lors de nos prochaines escales aux Marquises également. Donc là ensuite nous passerons par Ivaoa pour une escale technique pour récupérer une pièce pour le bâtiment et ensuite nous irons à Fatuiva et Ouahuka. Les Waterwomen solidaires du projet Cap Optimiste poursuivent leur périple par l'océan jusqu'à l'île de Moorea. Elles en sont à 15 jours de mer, 15 jours de rame en paddleboard, en relais, à seulement 6 femmes. Depuis la semaine dernière, elles ont dépassé les 1000 km. Elles doivent en parcourir 8000 au total en 3 mois pour atteindre Moorea. Le but de ce projet est de recueillir des dons en faveur des enfants hospitalisés en service oncologie. C'est ce qui leur donne la force de continuer. Écoutez cet extrait du journal de bord du projet Cap Optimiste. Les journées sont donc rythmées par nos quarts de rame et de surveillance, mais c'est bel et bien les repas qui rythment nos cœurs et nos papilles. Nous avons opté pour un régime végras pour le confort et le réconfort des troupes. Nos filles du logis, Luce, Elodie, Chris, nous concoctent de savoureux plats. Quant au capitaine, il s'immisce aussi aisément à ses heures perdues ou non dormies dans la cuisine pour nous offrir ses plus belles compositions en seulement 3 coups de fouet et 3 ingrédients. Vous l'aurez compris, l'optimisme reste de mise sur nos mènes, fil et courbatures, coups de mou, contractures, mal de mer et j'en passe. Du haut de ses 7 ans, Kaveh Pearson, tout jeune espoir du surf tahitien, a remporté le BL Blast Off Global Video Challenge dans la catégorie des 8 ans et moins. Il s'agit d'un concours organisé par l'ancien champion du monde de surf, Barton Lynch, et une célèbre marque de caméra embarquée. Un concours qui met en avant les jeunes surfeurs du monde entier dans de courtes vidéos tournées sur leur spot d'origine. Vous en apercevez un extrait. Voilà Kaveh Pearson et une projection gratuite en ce moment même. Elle est organisée à la mairie de Pirée par le consulat général d'Australie dans le cadre de la promotion de la culture australienne. Les familles peuvent visionner gratuitement le film Top End Wedding, une comédie australienne.
Nous rejoignons tout de suite Inacio Raveino et Marcel Bono à Pirée. Bonsoir Inacio. Est-ce qu'il y a du monde pour cette soirée baptisée Teata Pe'oué? Bonsoir Marouki. Du monde, oui, une centaine de personnes qui est venue regarder ce film Top End Wedding qui compte l'histoire d'un jeune couple mixte sur le point de se marier. Lorraine, la dame issue d'une communauté autochtone du territoire du Nord, doit retrouver sa mère qu'elle a perdue de vue afin d'organiser donc le mariage. Ça va être l'occasion de nous montrer ces images de ce territoire du nord de l'Australie et d'assurer un peu la promotion de la culture et du pays d'ailleurs de l'Australie ici au Fénois. Permettez-moi aussi cette petite parenthèse avec l'Australia Day qui est célébré chaque année le 26 janvier. La semaine prochaine donc, la date commémore l'arrivée de la première flotte européenne à Sydney Cove en 1788 et la proclamation d'ailleurs à l'époque de la souveraineté britannique sur la côte est de la Nouvelle-Hollande. Ce sera donc un jour férié public dans chaque État et territoire australien qui sera fêté aussi cette année à Tahiti, d'où cette projection marquée. Merci beaucoup Inacio Raveino et merci également à Marcel Bono. On espère qu'on vous fera une petite place sur un Pe'oué ce soir. L'information principale à retenir ce soir, la grève à l'hôpital du Taoné a été levée cet après-midi après 1 jour et demi de mobilisation. Un protocole d'accord a été signé entre les ministres de l'économie, de la santé, l'intersyndicale et le CHPF. Les revendications concernant le financement du budget, le dialogue de gestion et le service d'admission d'urgence vitale ont été satisfaites. À la télévision, ce vendredi soir sur Polynésie la Première, 2 épisodes de la saison 1 de River, puis 2 épisodes d'une autre série. Ils étaient 10. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Demain matin en radio, vos rendez-vous de l'information sont prévus à partir de 6h30. Passez une excellente soirée. Je vous retrouve demain. En attendant, prenez bien soin de vous. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.